Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Squeezed, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau format de vidéo qui sera très peu présent sur la chaîne parce que, voilà, c'est pas mon délire de faire des critiques. Déjà, je me force un peu à faire des critiques parce que je sais, je ne vais pas du tout avoir un avis objectif. Donc, je vous préviens à l'avance, je vais avoir un avis purement personnel et subjectif. Donc ce n'est pas forcément la meilleure des critiques qui vous permettra d'aller voir ou non un film, hein. Si j'ai trouvé un film très bien, il peut ne pas être trop cool pour vous. Voilà, c'est mon avis personnel. Je vous le donne parce que vous me demandez en commentaire, mais ce n'est en aucun cas un avis de youtubeur critique ciné avec énormément de bagages culturels pour faire une critique très objective. Cette critique n'est pas du tout professionnelle, elle est strictement personnelle, c'est mon avis. Sachez qu'il y aura une partie spoil et non spoil. Bien sûr, on va commencer par la partie non spoil et vous avez dans le titre de la vidéo, bien sûr, à quel moment vous pouvez vous rendre pour les spoilers, si vous avez envie directe de vous faire spoiler, ou pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous avez au moins le timecode dans le titre pour savoir où arrêter la vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au film Ça chapitre 2, sorti le 11 septembre dernier dans les salles obscures et qui est la suite de Ça chapitre 1, réalisé par Andy Muschietti comme le second chapitre. Ça chapitre 1, sorti en 2017, soit 2 ans auparavant. Et voici donc la critique sans spoiler, lumière moteur ça tourne, action. Tout commence avec le roman de Stephen King publié en 1986 et qui fut un énorme best-seller. Il fut adapté à la télévision avec Il est revenu, sorti en 1990, un téléfilm de 3 heures racontant l'histoire du roman. Pour faire simple, l'histoire raconte la mésaventure entre un groupe d'enfants appelé le Club des Losers ou le Club des Ratés et avec un clown qui sème la panique et emporte les enfants avec lui. Ce groupe va donc devoir arrêter le clown tueur d'enfants avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Et toute cette histoire se situe dans une ville fictive, Derry, dans l'état du Maine, aux États-Unis. Le clown est joué par Tim Curry et ce fut un énorme succès. 27 ans plus tard, en 2017, le roman de Stephen King a droit à une nouvelle adaptation de son roman avec Ça chapitre 1, réalisé par Andy Muschietti, réalisateur de Mama, racontant l'histoire de ce groupe d'ados, encore une fois, face au clown. Au casting des enfants, on retrouve Jaden Lieberher, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor et Joseph Jacobs, tandis que le rôle du clown est tenu par le suédois Bill Skarsgård. Ce film fut dès lors le plus gros succès pour un film d'horreur avec environ 700 milliards de dollars au box-office dans le monde. Misant sur la nostalgie des années 80-90, le film enchaîne scènes d'horreur, jumpscare et malaise avec des scènes assez tranquilles où les enfants profitent et soudent une véritable amitié, ce qui laisse un peu retomber la pression. Cela permet aux spectateurs de souffler un peu. Niveau horreur et frisson, comme je l'ai dit, ce film mise plus sur le malaise que sur les jumpscares qui marchent quand même bien. Et puis ce fut un très bon film en soi. Même moi j'ai très bien aimé le premier film malgré les 2h15. C'est ce qui a dû certainement donner un petit côté négatif au film au niveau des critiques ciné. Nous avons eu le temps de nous reposer car nous voilà 2 ans après, en 2019, aujourd'hui, sort Ça chapitre 2, toujours réalisé par Andy Muschietti, où le récit se passe 27 ans après les événements du premier film. Les jeunes ont grandi, mais ils vont devoir se réunir à nouveau pour encore une fois affronter Gripsou, sorti de son sommeil de 27 ans, et le vaincre une bonne fois pour toutes. À la réalisation, comme je l'ai dit, on retrouve Andy Muschietti. Au scénario, on retrouve Gary Dauberman, ayant travaillé sur La Nonne, Annabelle et sur La Malédiction de la Dame Blanche, des films qui n'ont pas été très bien salués par la critique. Surtout que, contrairement au premier film, Dauberman se retrouve tout seul au scénario. Ce qui me laisse donner mon avis sur le scénario. Le film conserve à peu près la patte de Dauberman puisque les 2 premiers tiers du film sont longs, mais vraiment très longs. Limite, on peut s'ennuyer sur quelques scènes. Mike, resté à Derry, doit appeler tous ses amis qui doivent mettre du temps à se rappeler ce qui s'est passé à Derry, ce qui commence à faire ressentir une petite longueur vers les 20 premières minutes du film. Le film il se divise en 3 temps. L'arrivée du
du club des losers à Derry et leur passé qui commence à ressurgir, une quête pour trouver l'objet qui leur est le plus cher, et enfin le climax, l'aboutissement, le grand final. Comme pour la première partie, la recherche de ces artefacts est assez longue, environ 10 minutes par personne, ce qui veut dire que cette recherche dure environ 1 heure du film. Bien sûr, tous les personnages seront confrontés à une brève apparition du clown sous forme de screamer pour essayer de faire flipper les adultes. Cependant, ces jumpscares sont nombreux, sont faits pour faire peur, pour être terrifiants, mais c'est exactement le contraire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je n'ai pratiquement jamais sursauté lors d'un jumpscare, et pourtant tout était fait pour qu'on sursaute. Eh bien non, les jumpscares ne marchent pas dans ce film. Niveau horreur, seul restera le malaise de certaines scènes, comme la scène où Beverly rencontre la vieille dame dans son ancien appartement, scène qu'on voit dans la bande-annonce. Peu après la fin de leur quête, le groupe va devoir repartir en direction des égouts pour réaliser un rituel indien dont le but est de dévoiler la véritable forme originelle de sa seule forme où ils peuvent véritablement être affaiblis. Pour éviter de trop rentrer dans la partie spoiler, revenons du côté du casting. On retrouve James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, James Ranson, Jay Ryan, Isaiah Mustafa et toujours Bill Skarsgård dans le rôle du clown, bien moins présent. Comme ça vous êtes prévenus, je tiens à le souligner. Si vous voulez aller voir le film juste pour voir Pennywise, vous ne le verrez que très peu, en tout cas bien moins que dans le premier film. Car toutes les apparitions de la créature seront différentes, mais surtout réalisées avec des effets spéciaux pas toujours parfaits. Nous aurons l'occasion d'y revenir sur ces effets spéciaux. Pour ce qui est du cast, Bill Hader jouant le rôle de Richie vole complètement la vedette à tous les autres acteurs, même s'ils sont tous très bons. Ses interventions sont très drôles et jamais trop lassantes, un peu comme dans le premier film où c'était Finn Wolfhard qui jouait Richie enfant. Pour en revenir au cast enfant, oui je sais c'est un peu le bazar, mais je suis obligé de faire dans cette ligne directrice là. Pour en revenir au cast enfant, le cast n'apparaît que dans de brefs flashbacks, pas toujours très utiles. Le problème c'est qu'en 2 ans les acteurs ont changé de visage. Vous remarquerez alors que le département effets spéciaux est passé par là pour appliquer un rajeunissement des personnages. Cependant le rajeunissement ne marche mais alors pas du tout sur Finn Wolfhard en Richie, dont le visage ne fait pas du tout réaliste. Ce n'est pas un spoil, mais niveau casting on retrouve aussi des caméos de Xavier Dolan au début du film jouant le rôle d'un homosexuel, et on retrouve Stephen King en tant que vendeur d'objets je crois. Avant de passer en partie spoiler, je vous donne mon avis pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés. Malgré le fait qu'il y ait des longueurs, j'ai passé un assez bon moment devant le film, et même les 3 heures, les 3 heures ne m'ont pas dérangé en vrai. Voilà, j'ai trouvé que c'était un bon film, passable, moins bien que le premier, mais il est passable. En fait, j'ai pas trouvé ce film si long que ça, c'était certainement dû à l'ambiance dans la salle, parce que des fois on riait tous ensemble, c'était assez drôle. Vous savez, le fameux cliché des ados dérangeants dans les films d'horreur, il y en avait pas. Bon après, je vais pas dire que 3 heures pour un film d'horreur, c'est bien. Non, au contraire, c'est très long. Les 2h15 du premier film étaient quand même qualifiées de trop longues par les critiques. Alors oui, au tout début, la première scène ouvre direct sur de l'homophobie avec Pennywise qui débarque après. Vraiment cool comme scène. Et après, je me suis ennuyé pendant 20 bonnes minutes. Il faut que les personnages reviennent, Mike doit leur expliquer ce qui s'est passé, il les emmène dans un lieu dont on ne connaissait pas l'existence dans le premier film, mais qui est un lieu qu'on aurait dû voir dans le premier film parce que c'est un lieu où vont les enfants pendant les événements du premier film. Et enfin, après 20-30 minutes de Mike qui tente de faire rappeler aux autres ce qui s'est passé, il leur explique enfin le plan pour vaincre Gripsou. Il faut qu'ils aillent chercher l'objet le plus cher afin d'accomplir le rituel de Chud pour vaincre la créature, c'est le nom du rituel. Et après, bon, si vous avez vu le téléfilm de 1990, et même si vous avez un peu de jugeote, ça va pas se passer comme prévu. Donc voilà, malgré les longueurs du film, j'ai passé un bon moment. Cependant, voilà, j'aurais préféré un peu plus d'horreur que les petites scènes malaisantes et les jumpscares qui ne marchent pas du tout. Gripsou n'est pas assez présent, tout comme le cast enfant. C'est vraiment dommage, et on arrive donc sur un film d'horreur qui est bien plus inférieur au premier. Mais j'ai quand même trouvé des choses vraiment cool, mais pour en parler, je dois basculer en partie spoil, alors c'est parti, partie spoiler. Voilà, donc toutes les personnes qui voulaient absolument se faire spoiler sont arrivées ou sont restées, et toutes les personnes qui ne veulent pas être spoilées, là vous devez tout de suite partir de cette vidéo parce que là, on va commencer à spoiler très dur. Donc commençons tout de suite
construite par l'homosexualité de Richie. Alors, vous allez me dire, rien ne le prouve. Si, j'ai 3 arguments, qui se tiennent ou non, à vous de décider. Déjà, un argument de côté aussi, regardez les vidéos YouTube qui sortent actuellement sur le film, vous verrez qu'il y a plein de sujets sur cette fameuse homosexualité de Richie. On retrouve tout d'abord Richie enfant en train de jouer à la borne d'arcade avec le cousin de Bowers. Il passe d'ailleurs un bon moment jusqu'à ce que Henry débarque, et pour être du camp de ce dernier, le cousin, il se met un peu de son côté et dit à Richie quelque chose du genre ouais, je suis pas ton chéri, oui, un truc du genre qui renvoie au fait que c'est comme si c'était un couple. Bon, bien sûr, c'est une remarque, mais ok, pourquoi pas. Vous n'aimez pas cet argument alors pourquoi est-ce que l'objet cher à Richie, c'est bizarrement un jeton d'arcade, et quand il y va, il ne se rappelle pas du moment où Bill vient le chercher pour le prévenir que Beverly s'est fait kidnapper par ça. Non, 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 il se rappelle bien de cette fameuse journée où il jouait avec le cousin d'Henry Bowers. Autre scène plus tard, Gripsou apparaît devant Richie sur la place avec la statue du bûcheron, et Gripsou lui dit « Jouons à action ou vérité, pourquoi tu ne veux pas y jouer? Je connais ton secret. » Je vous laisse un peu mijoter là-dessus. Et troisième argument, qui est plus une théorie, Richie est amoureux d'Eddie. Voilà, les 2 premiers arguments c'était des petits arguments pour dire ok, Richie est homosexuel. Mais il est amoureux de quelqu'un. Et ça, c'est mon troisième argument, qui est un peu plus une thèse. Je pense que Richie est amoureux d'Eddie. Alors à la fin du film, on voit Richie tout d'abord graver ses initiales ainsi que celles d'Eddie sur la barrière du premier film, où les gens viennent graver leur nom. Genre comme sur les arbres, les fameuses initiales, hein. Donc là c'est R plus E. Donc pour appuyer cet argument, je n'ai qu'à dire que déjà depuis 2 films, Eddie et Richie, ils n'arrêtent pas de se taquiner mutuellement. Mais aussi Richie est certainement le plus impacté après la mort d'Eddie face à ça lors du grand final. Voilà, c'est ma théorie, hein. Richie est homosexuel et est amoureux d'Eddie. Et quand Eddie meurt, et voilà, c'est le choc horrible. C'est même dans la carrière, même à la fin du film quand ils sont tous en train de se baigner à la carrière, il ne s'est toujours pas remis de la mort d'Eddie. Partie spoil, forcément on va parler des morts comme celle d'Eddie, comme je viens de le dire. Il se fait embrocher par la patte d'araignée de Gripsou dans la grotte et il meurt de ses blessures. En personnages principaux, on a aussi Henry qui ne sert absolument à rien dans ce film. Il inflige juste une petite blessure à Eddie dans la joue et ensuite il se fait tuer par Richie en voulant protéger Mike. Pour passer à autre chose, au début du film on a bien sûr la fameuse mort de Stanley dans sa baignoire. Il s'est ouvert les veines ne voulant pas affronter de nouveau le clown. D'ailleurs, en parlant de Stan, la tête de Stan fait l'objet d'une référence à The Thing quand il lui pousse des pattes sur la tête, un peu comme dans le film de John Carpenter. On a aussi une ref à Shining et même en VF, je l'ai comprise. Elle est tellement voyante en fait, c'est quand Beverly est enfermée dans les toilettes, l'illusion de Gripsou lors du final, on a les têtes de plein de personnages qui essayent de pousser la porte et à un moment il y a le fameux It's Johnny. Et en VF, il n'a pas été gardé comme dans Shining, il a été traduit littéralement du coup en VF. Donc au lieu d'être comme dans Shining, coucou chérie, là c'était c'est Johnny. Voilà, c'est une petite ref assez cool d'une autre œuvre de Stephen King. Alors bien sûr je vais parler des morts des enfants. Alors en fait c'est très simple, j'ai trouvé ça limite bizarre, mais je me suis dit ah ouais, il s'est fait battre une fois, il a redoublé d'efforts pour tuer des gens. Ouais, et pour cause, le personnage joué par Xavier Dolan au début, il meurt, yes. La jeune fille au match de baseball, elle meurt. Le garçon dans le labyrinthe de miroirs, il meurt. Alors que en vrai moi je pensais que voilà, il serait un des personnages secondaires assez principaux. Et non, en fait, il finit par crever. Bref, je dis ça, j'exagère, mais bon, tous les personnages qui ne sont pas principaux et qui sont confrontés au clown, ils mangent leur mort, hein, voilà, non. J'exagère beaucoup, pas tous les personnages qu'on voit meurent tués par le clown, mais quand même, hein, on a 2 enfants dans ce film, ils se font tuer. On a Xavier Dolan, un petit caméo sympathique, il se fait tuer. Pour en finir avec cette vidéo critique et cette partie spoil, j'ai relevé quelques différences avec le téléfilm et le film en ce moment en salle. Donc premièrement, dans le téléfilm, Eddie, il meurt puceau. On le sait grâce à la tête de Stan qui lui parle dans le frigo, ça c'est dans le téléfilm. Pourtant, dans ça chapitre 2, Eddie, il est marié à un sosie de sa mère, joué bien sûr par la même actrice. Et dans le téléfilm, Richie, lui, il n'est pas homo, en tout cas c'est pas mentionné, alors que dans le film de Muschietti, oh pardonnez-moi, mais bon, il y a assez de coïncidences pour y croire, non? Et enfin, dans le téléfilm, la forme originale de ça est symbolisée par une araignée, alors que j'ai trouvé très astucieux la façon de symboliser ça dans le film de Muschietti, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Stephen King, ça est une entité et il est impossible pour l'homme d'imaginer la forme
forme réelle de ça, mais elle est plutôt représentée par une araignée. Et là dans le film, ils gardent le corps et les pattes de l'araignée, mais vu que notre esprit est incapable de visualiser véritablement la créature, ils ont décidé de garder la tête de Gripsou. Et ça c'est vraiment bien pensé, parce que c'est la tête de base qu'il utilise. Après, petit coup de gueule, justement, vu que c'est avec des effets spéciaux, bah la tête de Bill Skarsgård en Gripsou sur le corps d'araignée, le rendu n'est pas top niveau réalisme, mais je passe, parce que l'araignée et la scène finale qui dure quand même une bonne demi-heure, elle est trop stylée. Je voulais juste finir sur ceci, contrairement au début où il y avait un rythme assez lent, là dans la scène finale, malgré les 30 minutes, ça passe trop vite. En tout cas, le montage est fait trop rapidement, beaucoup trop. Les plans sont quasi illisibles tellement ça va vite, je vous dis même pas avec toute la couleur bleue que font les lumières mortes pendant ce temps-là. C'est la soirée disco dans la grotte. Parce que déjà que les plans sont rapides, là les éclats de lumière bleu néon, ça fait mal aux yeux et donc du coup tu clignes des yeux mais un plan est déjà parti donc c'est trop rapide, ou en tout cas il aurait fallu faire moins d'éclats de lumière bleue. Voilà, c'est la fin de cette critique de Sage chapitre 2. Malgré tout, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé, mon explication partait un peu dans tous les sens, c'est pour ça que je suis pas bon niveau critique. Mais bon, on m'a demandé de faire une critique sur le film en commentaire, je l'ai faite. D'ailleurs, demain, critique du film Wedding Nightmare. Après, ne venez pas tous dans les commentaires me réclamer des critiques. Je réserve ça à tous les youtubeurs critiques ciné, Durandal, la critique masquée, Régé Gorilla, etc. D'ailleurs, je voulais vous inviter à aller voir la chaîne de Pictural Things disponible dans la description. Je connais pas du tout les youtubeurs derrière la caméra, mais je trouve que ils font d'excellentes vidéos critiques et il n'y a pas que des vidéos critiques sur leur chaîne. Ils viennent de passer récemment les 1000 abonnés et ils font de très bonnes critiques et de très bonnes vidéos en général. Je vous conseille au moins d'aller voir quelques vidéos sur leur chaîne YouTube. Dans le meilleur des cas, je vous invite à aller vous abonner à cette chaîne parce que franchement, ils le méritent et là, ils sont devenus mes youtubeurs ciné préférés, devant Régé Gorilla. Ils font un super travail, donc allez checker leur chaîne, elle est dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, c'était Esprit Z, coupé.